là sur le plateau donc de Don de Confiance pour cette deuxième conférence. Et aujourd'hui, donc, c'est François qui va nous parler des coulisses du RAID. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour François, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour et ravi d'être avec vous pour cette journée très sympa sur la confiance. Alors, moi, je viens d'un environnement bien particulier puisque j'ai travaillé dans les unités d'intervention. Alors, j'ai eu la chance de travailler au GIPN. GIPN était des unités d'intervention régionales qui avaient été créées en 1972. Je suis resté un peu plus de 13 ans dans cette unité et ensuite j'ai intégré le RAID. Le RAID, c'est une unité d'intervention dont vous avez tous certainement entendu malheureusement beaucoup parler ces dernières années et qui a été créée en 1985 et j'ai intégré cette unité en 1998 et j'en suis parti en 2016. Voilà, alors la mission de ces unités, vous la connaissez, c'est des interventions, hein, c'est ce dont on entend parler à la télévision, ce qu'on voit à la télévision. Alors quand on parle de ces unités, la première image qui nous vient à l'esprit, la première image qui vous vient à l'esprit, c'est laquelle? Quand on parle du RAID, du GIGN, vous savez qu'il y a aussi le GIGN pour la gendarmerie nationale, on a deux unités en France, hein, le RAID pour la police nationale, le GIGN pour la gendarmerie nationale. Alors quelle est la première image qui vous vient à l'esprit quand on parle de ces unités? C'est quoi que vous voyez? Oui? Des gens avec des tenues de camouflage. Oui. Ils pensent qu'on fait la guerre. D'accord. C'est ça pour tout le monde? Des gens cagoulés, armés, casqués, etc. Vous êtes d'accord? Alors, cette image, elle est intéressante parce qu'elle participe à l'imaginaire collectif, mais elle a quand même tendance à tronquer un peu la réalité, puisque, en réalité, les interventions qui sont menées par ces services, eh bien, ce n'est pas uniquement ces gens armés, cagoulés, que vous voyez qui permettent de réussir ces opérations, mais c'est tout un ensemble de personnes, hein. C'est une équipe, parce qu'on a besoin d'une équipe, c'est une nécessité. Hein, nos environnements sont tellement incertains, tellement changeants, qu'on est obligé de s'adapter très vite à ce que l'on va découvrir. Et pour cela, on a besoin d'une équipe forte, hein, on a besoin de confiance. Alors, dans ces unités, il y a les gens qui sont à la phase de contact, à la phase d'assaut, mais on a aussi des techniciens, des gens qui sont chargés de mettre en œuvre des dispositifs techniques qui vont permettre de recueillir de l'information. Ça peut être du son, ça peut être de la vidéo, tout un tas de choses. On a des logisticiens, des gens qui sont chargés de mettre à disposition des équipes d'intervention tous les moyens opérationnels dont ils auront besoin pour mener leur opération. Il y a des négociateurs. Et il faut savoir que la négociation, hein, on est loin des hommes armés et casqués, mais avec la négociation, eh bien, ces unités arrivent à obtenir à peu près 80% de résolution des crises par la négociation. Vous voyez là, on est loin de l'intervention. Il y a aussi des médecins qui sont dans cette colonne d'assaut et qui sont chargés d'intervenir au plus vite sur les éventuels blessés qu'il pourrait y avoir du côté des forces de l'ordre, mais aussi du côté des otages ou des preneurs d'otages. On a des maîtres chiens, on a des tireurs d'élite, des gens qui sont positionnés sur les toits, qui sont chargés d'assurer la couverture, la sécurité des gens qui vont s'occuper de l'opération. Alors vous voyez, on a tout un tas de gens qui sont au service de l'intervention et pas seulement hein, cette équipe d'intervention, cette équipe d'assaut que l'on voit quelquefois à travers les médias. Alors, on a besoin d'une équipe forte, on a besoin d'une équipe efficace dans tous les environnements pour réussir. Et cela, ça passe par quoi? Hein, quand on est dans une équipe, à titre individuel, on va se mettre au service de l'équipe. Et on a besoin de quoi pour être capable de se mettre au service de l'équipe? Le premier élément qui va nous permettre de nous engager avec sérénité au service de cette équipe, c'est quoi pour vous ce premier élément? Oui? De l'organisation. C'est De l'organisation. Oui, mais avant tout, à titre individuel. De la confiance. Eh oui, la confiance. Hein, il faut que j'ai confiance en moi. Hein, c'est la première des choses pour me mettre au service de l'équipe. Alors, la confiance en soi, ça repose sur quoi pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans ses baskets, qu'on est bien dans sa tête et qu'on est capable de s'engager sans difficulté? Vous allez passer des épreuves, des examens. Qu'est-ce qui fait que vous allez y aller avec sérénité, sans vous inquiéter? Si on s'entraîne beaucoup. Si? On s'entraîne beaucoup. Voilà, ça repose sur notre capacité à répondre à ces questions. Est-ce que je suis capable d'agir, c'est-à-dire de faire ce qu'on me demande de faire? Hein, un examen, c'est est-ce que je suis capable de répondre à ces questions qu'on va me poser? Est-ce que je me suis préparé? Est-ce que j'ai travaillé? Hein, ça repose sur le savoir, hein, c'est la formation, l'enseignement, l'entraînement.
Voilà, c'est toutes ces choses. Et ça repose sur cette capacité aussi à répondre à cette question, est-ce que je suis capable aussi de réagir? Parce que dans toutes les situations, bien sûr, on va être capable de savoir agir, c'est être capable de répondre à ce que l'on me demande de faire, mais dans un monde incertain, il faut être capable aussi de répondre à cette question, est-ce que je suis capable de répondre à ce qui n'était pas prévu? Est-ce que je suis capable de m'adapter très vite? Et donc tout ça, eh bien, ça repose sur son entraînement, sa formation, son expérience, le fait de se mettre en situation régulièrement. C'est ça qui fait qu'on va être bien dans ses baskets, bien dans sa tête, et qu'on va être capable de s'engager, d'avoir envie de s'engager avec, en toute sérénité. Vous êtes d'accord avec ça? Si on va passer une épreuve et qu'on ne s'est pas préparé, si on n'a pas bossé, eh bien, on va y aller, mais en se posant plein de questions, et des questions qui vont avoir des réponses négatives, et on ne va pas être bien. On ne va pas être bien, et on a toutes les chances de ne pas réussir. Donc, voilà, si on veut être bien, si on veut tracer sa route, tracer son chemin, si on veut aller au bout de ses rêves, eh bien, il faut travailler. Il faut tout mettre en œuvre pour qu'on soit bien, qu'on soit en pleine confiance. Alors, la confiance en soi, c'est bien, mais dans une équipe, ça ne suffit pas. Je suis capable de me mettre au service de l'équipe parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai tout mis en œuvre pour que je sois capable d'être en pleine confiance, mais ça repose aussi sur la confiance d'équipe, c'est-à-dire les gens qui m'entourent. Si vous faites du sport collectif, eh bien, votre performance individuelle, vous allez la mettre au service de l'équipe. Ça, c'est bien parce que vous êtes en pleine confiance, mais vous avez besoin aussi d'avoir la confiance vous avez besoin d'avoir confiance aux autres membres de l'équipe, et vous avez besoin que les autres membres de l'équipe aient confiance en vous, parce que la confiance est réciproque, c'est pas à sens unique. Donc, comment on fait pour avoir la confiance des autres membres de l'équipe et qu'on ait, nous, confiance aux autres membres de l'équipe? Eh bien, ça passe par apprendre à se connaître, se découvrir, s'intéresser à ce que fait l'autre. C'est ça, c'est important. Il faut se dire que, voilà, si vous avez de l'ambition, si vous avez des beaux projets, eh bien, vous avez besoin des autres pour y arriver. Alors, dans une entreprise ou dans une organisation comme celle dans laquelle j'ai travaillé, eh bien, on a besoin de l'équipe pour y aller, parce que seul, on n'est pas capable de s'engager et de prendre des risques. On a besoin d'avoir ces gens qui nous entourent, mais dans un sport co, c'est la même chose. On a besoin des membres de l'équipe qui nous entourent, mais dans la vie personnelle, eh bien, c'est nous, et puis aussi ses amis, les membres de sa famille. Quand on est un ado, on a besoin quelquefois d'être aidé, d'être assisté, et donc on a besoin d'avoir confiance en nos camarades. On sait qu'ils seront capables de nous aider, confiance en notre famille, en nos parents, en nos enseignants, au collège. La confiance en la hiérarchie, les surveillants, etc., qui vont être capables de venir nous aider si on est mis dans des difficultés. Vous voyez, donc c'est important. Alors, pour tracer sa route, eh bien, quelquefois, on entend oui, mais toi, tu as de la chance, moi, j'ai pas de chance, et ça, moi, j'aime pas entendre ça, parce que, vous savez, on a tous de la chance. On a tous de la chance, simplement, il faut savoir transformer cette chance en quelque chose de positif. Il y a des gens qui ont quelquefois de la chance, mais qui ne la voient pas. Et quelquefois, ces gens la voient, cette chance, et ne savent pas en faire quelque chose de positif. Donc, dites-vous qu'on a tous de la chance, simplement. Il faut être capable de la transformer et en faire quelque chose de positif. Donc, ayez de l'ambition, ayez confiance en vous, ayez envie et soyez aussi passionné. Parce que la passion, c'est un puissant moteur, ça va vous aider à vous engager, ça va vous donner envie de vous engager, et l'envie, c'est important. Vous savez, moi, j'ai passé de nombreuses années dans la police nationale, de nombreuses années dans ces unités, et j'ai toujours été animé par cette passion qui m'a permis d'aller au bout de mes rêves, de me dire, voilà, j'ai fait telle chose maintenant, c'est bien, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Je ne vais pas me contenter de ce que j'ai déjà obtenu, je ne vais pas me contenter simplement de défendre cette position que j'ai là, je vais essayer d'aller encore plus loin. Parce que quand on se contente quand on se dit, voilà, maintenant je suis arrivé ici et ça me satisfait et je vais me contenter de défendre ça, eh bien, on perd son audace, on perd son ambition, on perd sa capacité à créer des choses, et c'est dommage. Donc,
Dites-vous que dans la vie, il y a des étapes. Là, je suis arrivé à cet objectif où je voulais arriver, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, je vais tenter d'aller encore plus loin. Donc, je mets tout en œuvre pour y arriver. Ça passe par la confiance, on l'a dit, mais ça passe aussi par être capable de saisir les opportunités, être capable de s'intéresser aux autres aussi. C'est très important parce que quand on ose, on a besoin d'un environnement qui soit favorable. Et si on ne s'est jamais intéressé aux autres, si on ne s'est pas fait un entourage capable de nous aider quand le chemin sera plus difficile, eh bien, on va se trouver dans la difficulté. Donc, prenez l'habitude de vous entourer de gens qui soient capables de vous aider. Intéressez-vous à eux. Prenez le temps de les écouter. Prenez le temps de les comprendre. Parce que quand ça sera à votre tour, il y aura un outil puissant qui s'appelle la réciprocité qui fera son effet. Vous avez été bienveillant avec eux. La bienveillance, c'est important. La bienveillance, soyez bienveillant avec les autres et vous verrez que quand vous aurez besoin de quelque chose, eh bien, en retour, vous obtiendrez de la bienveillance des autres. Les gens seront capables de vous aider. C'est quelque chose qui est important dans la vie. Quand on a de l'ambition, quand on a envie d'aller au bout de ses rêves, il ne faut pas compter. Bien sûr, il faut compter sur soi, on l'a dit, mais on sait aussi qu'on aura besoin des autres et penser toujours à long terme. Aujourd'hui, là, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai atteint mes objectifs, mais je sais que je vais vouloir aller plus loin et je sais que j'aurai besoin des autres. Donc ce n'est pas juste au moment où on a besoin des autres qu'il faut aller les voir, c'est au quotidien. Quand on s'est intéressé aux autres, quand on les a aidés, quand il s'agissait de les aider, quand ils étaient dans le besoin, quand on les a écoutés, quand on a essayé de les comprendre, eh bien, eux, en retour, vous amèneront tout ça aussi et ça vous aidera à avancer vers où vous voulez aller. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à faire? J'aime bien que ce soit interactif. Là. Vous êtes peu bavard. Alors, qui a des remarques ou des questions à poser? Non? Alors, vous êtes venu là, pourquoi aujourd'hui? Pour parler de quoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette journée? Oui? Pour prendre de la confiance, Oui. savoir ce que c'est. Vous étiez interrogé déjà sur la confiance ou pas du tout? Vous avez confiance en vous? Ou est-ce que vous vous posez des questions? Tu as confiance en toi? Je me pose des questions. Ouais. Il faut plus les poser. Il faut se dire, voilà, si je manque de confiance, poser la bonne question, quelles sont les raisons, et puis s'engager, se dire, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour que je sois bien dans mes baskets, que je sois bien dans ma tête, et puis il faut y aller. Est-ce que je dois plus travailler pour être plus sûr de moi? Est-ce que je dois m'entourer de gens qui vont être capables de m'aider, de me tirer vers le haut? Pourquoi j'ose pas? Il faut se poser ces questions. Tu sais, on sait tous poser ces questions. Moi, quand j'étais à votre âge, je manquais de confiance. Je faisais du sport et quelquefois, j'avais pas de bons résultats. Et un jour, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'à l'entraînement, je sois plus fort que certains et dans les compétitions, ils sont plus forts que moi? Eh bien, c'est parce que je manquais de confiance. Je manquais de confiance, j'osais pas, et du coup, quand on n'ose pas y aller, quand on n'ose pas s'engager, eh bien, on ne gagne pas. Parce que pour gagner, eh bien, il faut oser l'audace, il faut prendre du risque. C'est ça qui fait que l'on réussit. Si on ne veut jamais s'exposer, si on a peur de s'engager, alors c'est légitime la peur. C'est normal d'avoir peur. Si on n'a pas peur, c'est qu'on est fou. Donc la peur, c'est une émotion primaire, une émotion légitime. Simplement, il faut être capable de trouver des solutions pour neutraliser cette peur, de telle manière qu'elle ne vienne pas nous impacter et qu'elle provoque un blocage, qu'on ne soit pas capable de s'engager. Mais c'est normal d'avoir peur. Alors il faut se poser des questions. Quand on a peur, il faut être capable de se poser ces bonnes questions sur nos émotions. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Et il faut essayer de trouver des solutions de manière à neutraliser cette émotion et être capable de s'engager. Et quelquefois, dans le sport, on le voit, on a des gens qui sont très performants, mais qui ne gagnent pas parce que, ils n'osent pas, ils ont peur de prendre du risque. Et oui, mais c'est pas grave d'arriver, de subir un échec, c'est ça.
qui nous fait avancer. Il faut être capable de se relever et d'être encore plus fort qu'avant. Il faut en tirer les enseignements et être plus fort qu'avant. Donc, oser l'audace, c'est très important. D'accord ? Si on n'ose pas, vous êtes d'accord avec moi, si on n'ose pas, on ne va pas gagner. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui osent. On le voit dans le monde du sport, on le voit dans le monde de l'entreprise, on le voit dans tous les environnements. Si on ne veut prendre aucun risque, si on n'a pas envie de s'engager, eh bien on va rester figé et on ne va pas avancer beaucoup. Ce qui fait la différence, eh bien on peut être très performant physiquement, intellectuellement, etc. Mais il y en a d'autres aussi qui sont très performants physiquement, intellectuellement. Et ce qui va faire la différence, c'est cette capacité à oser, à prendre du risque et ne pas avoir peur de l'échec. Vous savez, nous, quand on prend du risque, parce qu'on sait qu'on doit prendre du risque, eh bien, quelquefois, souvent on réussit, et quelquefois, eh bien, on subit un échec. Eh bien, on va quand même valoriser la prise de risque toujours. On ne va pas dire, on ne va pas critiquer parce qu'il a tenté et il n'a pas réussi. On va toujours valoriser la prise de risque parce que si on ne valorise pas la prise de risque, eh bien, plus personne n'osera prendre du risque. Parce que quand on prend du risque, on prend le risque aussi de se tromper. Donc, on accorde le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Il ne faut pas confondre l'erreur et la faute. L'erreur, c'est on s'engage et puis on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Donc ça peut arriver. Donc il faut tirer les enseignements de ces erreurs et tout faire pour ne pas reproduire une erreur. Parce que si on reproduit une erreur une fois, deux fois, trois fois, là ça n'est plus une erreur, c'est une faute. Donc quand on commet une erreur, eh bien, c'est bien d'y réfléchir et de se dire, de se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai commis cette erreur ? Quelles sont les conséquences de cette erreur et qu'est-ce que je vais faire pour éviter de la reproduire ? Parce que sinon ça va devenir une faute. Et là, on a toutes les chances d'être encore plus fort après qu'avant qu'on ait commis cette erreur. Toujours pas de questions ? Alors, si tu veux, tu peux t'asseoir. Il y a 2-3 questions qui reviennent, donc je pense que ça va être intéressant de... D'accord. Alors, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans le civil, on va dire, on a le droit au doute. C'est-à-dire que si on doute et qu'on fait des erreurs, bon, les conséquences ne seront pas évidemment les mêmes que toi, dans les métiers d'unité d'élite, etc., où on se dit, là, on n'a pas le droit au doute. Si on hésite, s'il y a un problème, c'est ta vie, la vie d'autres personnes qui en veut. Comment tu fais ? Est-ce que tu as, je sais pas, des rituels ou autres pour te mettre en concentration ultime et être sûr d'avoir confiance en toi et de ne pas douter quand tu vas sur le terrain ? Comme je l'ai dit juste avant, le meilleur moyen d'être en pleine confiance, avoir cette estime de soi dont on a besoin pour s'engager, eh bien, c'est de bien se préparer. D'être bien formé, bien préparé, bien entraîné. Et puis aussi, la confiance en soi, ça repose sur nous, bien sûr, mais ça repose aussi sur l'ensemble de l'organisation. Et dans nos unités, on sait qu'on a besoin de confiance en soi, mais on a besoin, comme je vous l'ai dit, de la confiance de l'équipe, des gens qui nous entourent, des gens qui vont être chargés de mener l'opération avec nous. Mais on a aussi besoin de la confiance hiérarchique. Qui va nous donner la mission ? C'est la hiérarchie. Et donc, on a besoin de cette confiance mutuelle. On sait que notre chef a confiance en nous et on a confiance en notre chef. C'est important, parce que sinon, là, ça peut mettre le doute et ça peut induire, du coup, de notre côté, un déficit de confiance. Donc, on a besoin de cette confiance globale. Et puis, on a besoin aussi de ce qu'on appelle la confiance dans la mission. Et là, eh bien, quand on nous donne la mission, même si elle est périlleuse, eh bien, on se pose des bonnes questions. Il faut avoir cette capacité à se poser ces bonnes questions. Et on se dit, eh bien, oui, c'est peut-être périlleux ce qu'on me demande de faire, c'est peut-être dangereux, mais je vais tout faire pour déclencher les émotions. Je vais avoir des pensées positives pour déclencher les émotions positives. Je suis dans cette unité pour une mission bien particulière. Je m'entraîne au quotidien pour réaliser ces missions particulières. Et aujourd'hui, je vais avoir la chance d'aller mettre en œuvre tout mon savoir, toutes mes capacités pour m'engager sur une mission pour laquelle je suis dans cette unité. Vous voyez, on a des pensées positives qui vont déclencher des émotions positives et qui vont nous aider à nous engager. Donc c'est important. La confiance en soi, la confiance d'équipe, la confiance hiérarchique, la confiance dans la mission, et puis aussi la confiance dans l'histoire de l'organisation dans laquelle je travaille. Je travaille dans une unité qui a une histoire, et il faut avoir confiance dans cette histoire. Alors l'histoire, il n'y a pas de tabou, elle est très belle quelquefois, elle a été moins belle d'autres fois, mais ça fait partie de l'histoire. Et vous savez, pour l'histoire, c'est important parce que pour savoir où on va,
il faut savoir d'où on vient. C'est comme de notre histoire personnelle. Comment peut-on savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient, hein? Ça fait partie aussi de la confiance en soi, et c'est important de nous voyez, c'est ce qu'on appelle ces 5 leviers de confiance, c'est ça qui va nous permettre de nous engager sur des missions qui sont quelquefois très périlleuses. C'est très intéressant. J'aime beaucoup le côté où on se conditionne avec des pensées positives justement pour avoir un shot de confiance en soi. Et oui. C'est vrai que c'est intéressant. Et alors, tu as déjà un petit peu abordé le sujet, mais est-ce que tu aurais, alors pas forcément sur le moment où on a besoin d'avoir confiance, mais dans la vie de tous les jours, des petits exercices qu'on pourrait faire pour nous entraîner à avoir confiance en nous, parce que la confiance, je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est inné, mais dis-moi si je me trompe, mais ça se travaille aussi énormément. Ouais. Et est-ce que tu aurais alors des exercices plus ou moins concrets pour nous permettre de nous entraîner, etc. C'est pas des exercices, mais c'est se poser des bonnes questions. On a cette tendance à toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Dans toutes les choses, il y a un côté positif, hein, et il faut voir le côté positif des choses, hein. Là, je suis mis en difficulté, eh bien, il faut essayer de réfléchir à ça, de se poser quelques secondes et se dire, voilà, qu'est-ce qui fait que je suis mis en difficulté? Bon, telle et telle chose, mais en revanche, voilà, le côté très positif, il est là. J'ai su faire ça, j'ai su faire ça, j'ai su faire ça. On fait l'inventaire, et vous allez voir qu'on trouve toujours plus de positif que de négatif. Mais malheureusement, ça fait partie de notre culture, de notre éducation. On a tendance à voir les choses on voit plus le côté négatif que le côté positif. Et cette capacité à voir les choses de manière positive, et vous allez voir que ça va vous permettre de renforcer votre confiance, hein. Et puis être capable d'être objectif, de vous dire oui, effectivement, là, aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité, mais à quoi c'est dû? Et quelquefois, on va s'apercevoir que c'est dû à nous, à notre comportement. Eh bien, hop, je vais tout de suite prendre en compte cette constatation, et puis cette conclusion, et puis en tirer les enseignements et essayer de corriger ce qui a été négatif aujourd'hui. Voilà, il y a ce côté-là qui ne s'est pas bien passé, donc j'en tire les enseignements et je mets tout en œuvre pour que ça ne se reproduise pas une nouvelle fois, hein. Il n'y a rien de pire que de reproduire une nouvelle fois une erreur, hein. J'ai commis une erreur, ok, j'en ai pris acte et je mets tout en œuvre pour ne pas la reproduire une nouvelle fois. Ça va vous permettre aussi de renforcer votre confiance, que vous allez vous dire, voilà, je suis capable... Je suis tellement bien dans ma tête que je suis capable d'analyser, de tirer les enseignements des erreurs que j'ai pu commettre ou des dysfonctionnements. Et comme ça, vous allez encore être plus fort. C'est que ça, c'est trop intéressant. C'est très intéressant parce que la puissance du feedback et du débriefing, en fait, ça paraît tellement évident dans des groupes d'intervention où c'est sûr que si vous faites une intervention où il y avait encore une fois vos vies en danger ou autre et qu'il y a eu une erreur, le débriefing est évident. C'est évident de faire un débriefing. Alors que dans l'entreprise ou autre, le débriefing n'est pas aussi évident. Donc toi, aujourd'hui, ton conseil, ce serait justement de constamment faire des feedbacks. Après, oui. C'est très important. D'accord. Hein, le débriefing, c'est le retour d'expérience. Alors on peut le faire à titre personnel, c'est très important. Hein, j'ai commis une erreur, et même quand on conduit un engin motorisé, une voiture, une moto, etc., il peut arriver un jour que voilà, dans la circulation ou sur la route, on commette une erreur, bon, on s'en tire bien, hein, mais il faut derrière se dire, bon, aujourd'hui, j'ai failli avoir un accident, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein, et puis en tirer les enseignements de telle manière que cette fois-ci, l'erreur n'a pas eu de conséquences graves. Mais si je n'en tire pas les enseignements, cette erreur que j'ai commise là, eh bien peut-être qu'une nouvelle fois, je vais commettre la même erreur et cette fois-là, elle aura des conséquences graves. Hein, donc cette capacité à tirer les enseignements des erreurs qu'on aurait pu commettre, c'est très important. Hein, et là, j'ai pris un exemple tout bête, mais dans la vie en général, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est vrai que par exemple, il y a beaucoup de collégiens là, qui nous écoutent. À votre niveau, ça pourrait être par exemple, imaginons que vous avez une mauvaise note, alors je ne doute pas, vous n'avez aucune mauvaise note, vous, bien sûr, mais si jamais vous avez une mauvaise note, un petit débriefing pour savoir pourquoi il y a eu cette mauvaise note, voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, Et oui. etc. Est-ce que j'ai assez travaillé, voilà. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour être bien noté, ou est-ce que, bon, malgré mon travail, je me suis planté? Et voilà, on en tire les enseignements et puis on essaie de corriger ça. Il faut toujours être en capacité de se poser ces 3 bonnes questions. Hein, pourquoi j'ai commis cette erreur? Quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour éviter
de reproduire cette erreur? Qu'est-ce que je vais apporter comme solution, correction pour éviter de reproduire ça? D'accord. Et ça va vous permettre de renforcer votre confiance. Parce que déjà, vous avez mis tout en œuvre au niveau de votre formation, de l'enseignement, de vos apprentissages, etc. pour aller, par exemple, passer un examen dans les meilleures conditions. Mais quand ça se passe mal, eh bien, vous avez été en capacité de faire une sorte de débriefing et de tirer les enseignements de ce qui s'est mal passé et du coup de ne pas reproduire ça une nouvelle fois. D'accord. Et alors il nous reste une toute petite minute pour répondre à une question YouTube juste. Donc il y a Willow qui nous demande aujourd'hui comment faire pour avancer quand on n'y arrive pas. Alors j'imagine, je sais pas, je sais que c'est une question compliquée car c'est vaste. Alors c'est une question qui est compliquée. Mais bon, quand on n'y arrive pas, il faut déjà s'interroger. Pourquoi je n'y arrive pas? Et puis, il faut se faire aider. Quand on parle de confiance d'équipe, bien, c'est aussi la confiance dans l'environnement familial, dans l'environnement des amis, etc. Eh bien, on va chercher de l'aide. Si on n'est pas capable de trouver la réponse soi-même, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide dans son environnement. Vous savez, dans notre environnement, on a toujours des gens qui sont prêts à nous aider. On a quelquefois des gens qui sont prêts à nous décourager. Eh bien, écartez-vous de ces gens quand vous les avez identifiés. On a toujours des gens qui vont nous dire « mais non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas ». Eh bien, écartez-vous de ces gens. C'est des gens pas intéressants. Allez plutôt vers les gens qui vont vous encourager à atteindre vos objectifs et qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Donc quand il y a des difficultés, on rencontre tous des difficultés dans la vie, eh bien allez vers ceux qui sont capables de vous aider. Et si vous n'êtes pas capable de trouver la réponse vous-même, peut-être que c'est dû à un dysfonctionnement personnel, peut-être que c'est dû à l'environnement, eh bien faites-vous aider et ensemble vous arriverez à trouver des solutions. C'est pour ça qu'on dans notre monde qui est très complexe, très incertain, on ne peut plus voir tout seul, on a besoin des autres. C'est pour ça que quand on parle d'équipe, cette notion d'équipe forte, eh bien, c'est parce qu'on sait que dans un monde complexe, on peut plus, tout change tellement vite, tout bouge tellement vite qu'on a besoin d'une équipe pour voir tous ensemble. Eh ben, merci François, je pense qu'on peut Merci encore beaucoup. l'applaudir. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc dans 2 petites minutes pour Malik, négociateur de Crédit International. Donc restez en ligne Bonne et continuation. on lance la conférence juste après. Merci.